Aujourd'hui, c'est parfois plus confortable de ne pas se préoccuper des questions environnementales et de consommer à tout va, plutôt que de se renseigner et de comprendre des impacts et de sentir une culpabilité permanente chaque fois qu'on doit faire un achat ou qu'on va dans un supermarché ou qu'on va faire des courses dans des magasins ou sur des sites de e-commerce. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partner in crime, Lien. Hallo, ik ben Lien. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Bonjour à tous, ce matin, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro Bruno van Steenbergen de la marque Kalani Home, une marque belge spécialisée dans le linge de maison haut de gamme. Fondée en 2016 par Bruno, après 18 ans d'expérience dans l'industrie textile, il a créé Kalani Home tout de suite pour offrir des produits vraiment de qualité supérieure, biologique, éthique, en respectant des normes environnementales et sociétales strictes, avec aussi une dimension abordable. Donc aujourd'hui, tous ces sujets-là me passionnent et j'ai envie de voir avec lui comment on jongle et on trouve l'équilibre entre un développement commercial, entre une croissance parfois nécessaire, avec aussi la volonté d'avoir un impact réel sur l'environnement et sur les critères qu'on s'est fixés dès le départ. Bonjour Bruno. Bonjour Astrid. Très chouette d'être là dans ce bel espace, ce beau showroom avec le soleil de janvier qui brille pour nous. Ma première question, c'est toujours la prochaine, c'est de te présenter et de te demander ce que tu souhaitais faire quand tu étais enfant. Alors, je m'appelle Bruno, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants adolescents. Ce que je rêvais de faire quand j'étais enfant, alors vraiment enfant, ouais. Astronaute. Astronaute. Bon, j'avais déjà un peu la tête dans les étoiles. En rêve en tout cas. Voilà, un peu plus tard, c'était plutôt tout ce qui était architecture d'intérieur, architecture, décoration. L'envie de beau, de belles choses, c'est ça? Oui, l'aménagement des espaces principalement. Ok, chouette. Et ça a nourri ton envie d'aller vers l'industrie textile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? En fait, pas du tout, parce que à la base, j'ai commencé par des études. Je suis d'abord parti en échange d'étudiants, puis à l'étranger, puis j'ai fait des études d'ingénieur industriel avec l'optique de repartir travailler dans des, gérer des usines à l'étranger. Je n'ai pas du tout accroché à ce type d'études, donc après avoir perdu déjà 2 ans après mes secondaires, je me suis dit bon, maintenant il est temps d'accélérer un petit peu, et donc j'ai fait des études économiques plus généralistes en business international, en me disant que je pouvais faire ce que je voulais avec ça. Ouais. Et donc je suis tombé dans le textile assez vite. Après 6 mois d'expérience dans le mobilier de bureau, j'ai commencé à travailler pour une entreprise textile. Je suis tombé dedans et je n'en suis plus jamais sorti. Okay. Un peu comme Obélix avec la marmite. La marmite. Qu'est-ce qui t'a plu justement? Ce qui m'a plu, c'est le côté très concret de produits qui sont très près de notre façon de vivre. Donc en fait, on vit avec le textile, on s'habille avec du textile, on dort dans du textile, on a du textile partout. Et voilà. Et donc comparé à des tuiles de toiture, voilà, je dirais que voilà, le fait de travailler dans un secteur qui est très proche de notre vie du quotidien m'a passionné directement. Et alors,
peut-être le fait d'avoir commencé mes études dans le côté ingénierie, je me suis très vite passionné par le côté technique du textile. Même si j'ai commencé à travailler dans un département achat et sourcing, j'ai très vite demandé à mon premier patron de partir sur le terrain, en usine, que pour comprendre, sans être ingénieur textilien, comment était fait le textile, les différences entre les fibres, comment on tisse, comment on tricote, comment on teint, etc. Et je suis parti 3 semaines, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, partir 3 semaines en usine, où je passais des journées entières du matin au soir avec des ouvriers qui m'expliquaient leur métier. On démontait les machines ensemble, on les remontait, ils me montraient comment ça fonctionnait, je travaillais avec eux pour vraiment apprendre et comprendre. Et j'ai continué les années suivantes, lors de mes voyages de sourcing un peu partout dans le monde, surtout en Asie, mais un peu partout, j'étais en Amérique centrale aussi, dans les pays de l'Est, en Afrique du Nord, à passer du temps, à aller vraiment toujours interroger les ouvriers dans les usines sur leur métier, sur ce qu'ils font, c'est quoi la différence, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, etc. Et vraiment développer une expertise technique textile grâce à ça, mais par passion. Pas spécialement parce que j'en avais besoin, parce que c'est possible de faire du sourcing sans spécialement comprendre tous les tenants aboutissants des textiles en faisant simplement confiance à ses fournisseurs, mais moi, j'avais besoin et envie de comprendre et de maîtriser le côté technique. J'ai même lu que tu avais repris des études, repris une sorte de formation à un moment donné pour même encore plus aller loin dans ta spécialisation et mieux comprendre peut-être des enjeux fair trade. Enfin, est-ce que tu peux... En fait, en 2009, j'ai fait un burn-out en travaillant dans une entreprise qui avait été rachetée par un fonds d'investissement, un private equity, et qui a changé la donne la société familiale, entrepreneuriale, qui tout d'un coup devenait une entreprise plutôt financière. Voilà, j'ai eu du mal avec cette transition à l'époque et voilà, j'ai eu besoin de faire un arrêt. Et pendant cet arrêt, j'ai passé 10 mois à me former sur le développement durable dans le secteur textile. Alors à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation, c'était pas toujours facile de trouver des informations. Donc j'ai beaucoup fait ça par moi-même. Sur Internet, lire des études PDF du monde entier, analyser les entreprises textiles du monde entier qui faisaient les choses mieux ou qui donnaient en tout cas l'impression de faire les choses mieux pour essayer de comprendre quels étaient leurs business models et de savoir ce qui était vraiment possible, ce qui existait, ce qui n'existait pas, mais aussi rencontrer des gens du secteur, discuter avec des fabricants, avec des coopérateurs de coopératives de coton bio, des lainiers, voilà. Et puis j'ai poussé vraiment jusqu'à aller même contacter des fabricants de machines de teinture pour savoir pourquoi une machine de teinture pouvait faire économiser 30 à 40% d'eau par rapport à une autre. Voilà, en me disant tout ça va me servir dans ma future vie, même si je ne sais pas encore professionnellement ce que je ferai par la suite. C'est chouette, c'est une belle étape, une étape de pause, de recentrage et d'aller encore plus profondément dans ta passion en fait. Oui. C'est ça qui s'était en fait profilé en fait, un vrai amour du produit, du tissu, de la production, de la fabrication. Et c'est ça qui a été le moteur pour lancer Kalani Home ? Presque. Donc j'ai commencé d'abord par me faire repêcher par un ancien patron qui m'a proposé de créer une nouvelle marque et une nouvelle entreprise B2B avec lui, qui était une expérience qui a duré 5 ans, où je me suis occupé, moi, d'amener tout le côté développement durable, développement produit et supply chain dans le projet, que j'ai quitté en 2015 pour créer Kalani. Et du coup, tu avais pu déjà un peu tester et sentir peut-être l'appétence aussi du marché sur les problématiques environnementales. Exactement. Et c'est vrai que cette expérience de 5 ans avant le lancement de Kalani m'a fait quand même réaliser que malgré mes valeurs de vouloir faire du textile éthique et durable, il y avait un marché qui cherchait ça, mais qui reste un marché niche. Et qu'en fait, la plupart des gens ne se préoccupent pas tellement des conditions sociales et environnementales, ou alors disent que oui, mais dans leurs actes, ça ne se traduit pas. Et souvent, les produits plus éthiques et plus écologiques sont plus chers, et donc créent un frein. Et ça, j'avais aussi réalisé que beaucoup de gens, la majorité, ne sont pas prêts à payer plus que pour les produits éthiques et écologiques. Par contre, les nouvelles générations s'attendent à ce que quoi que ce soit qu'ils achètent soit produit de façon éthique et écologique, mais continuent à acheter des produits qui ne le sont pas, pour aussi des questions de budget ou de pouvoir d'achat. Voilà, et donc ça a nourri ma réflexion de me dire, si je veux créer une marque qui soit haut de gamme, mais pas seulement avec des produits de luxe pour les gens qui peuvent se payer le luxe,
et qu'en plus je veux donner un maximum d'éléments de durabilité d'un point de vue aussi bien écologique, éthique que gouvernance, il faut arriver à le faire sans être plus cher. Et c'est de là où en fait je me suis rendu compte en analysant le circuit de distribution, en tout cas pour le linge de maison, mais c'est assez valable pour la plupart des secteurs, dans la mode aussi, mais dans d'autres secteurs, qu'en fait le circuit de distribution traditionnel prend en fait énormément de marge entre une marque et le produit fini. Et c'est de là qu'en fait est venue la stratégie de Kalani de se dire on va faire du haut de gamme durable, abordable, simplement en travaillant sans intermédiaire. On va développer nos produits le plus haut de gamme possible, le plus durable possible, les produire directement en usine et les vendre directement en B2C, online, à nos clients, sans intermédiaire, ou alors des intermédiaires qui sont des prescripteurs. Okay. Mais pas simplement des grossistes, des agents et des magasins qui vont faire des x2, x3 sur les prix et prendre des marges qui sont nécessaires pour certaines personnes qui vont avoir besoin de pouvoir toucher les produits. Alors pour un vêtement ou des chaussures, on a besoin aussi de les essayer. Le linge de maison, finalement, si on connaît ses mesures, si on peut avoir confiance dans la marque et dans la matière, c'est peut-être plus facile à acheter en ligne. En effet, et là tu dis quelque chose de fondamental, c'est en effet cette idée de confiance et d'éducation. Parce qu'en effet, on peut avoir, je parle de moi d'ailleurs, je pourrais avoir envie d'acheter mieux, mais j'ai besoin qu'on me forme. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux, ça veut dire quoi, des critères éthiques, des critères écologiques, comment justement toi avec Kalani Home et toute cette expertise que tu as en tissu, tu peux m'expliquer en quelques mots simples en quoi justement votre marque plus qu'une autre répond à des vrais critères de responsabilité écologique? Alors déjà, je pense particularité de Kalani, c'est qu'on essaye vraiment d'être authentique et de dire la vérité. Et donc on ne va jamais cacher à nos clients comment sont faits nos produits, en trichant avec des produits chimiques pour donner une douceur artificielle avec du silicone. On travaille des belles fibres avec des belles matières pour donner des douceurs mécaniques, des douceurs qui vont rester longtemps et au fur et à mesure des lavages, et pour avoir des produits qui vont être de plus en plus doux et de plus en plus agréables, plutôt que l'inverse, c'est d'avoir des produits avec par exemple une fausse douceur qui va partir au fur et à mesure des lavages et qui après 30 lavages a complètement disparu et rend les tissus plus rêches. Pour donner un exemple sur la qualité. Maintenant, sur le côté. Et ce serait quoi une fausse douceur? C'est quoi Par exemple, une douceur chimique en mettant du silicone dans les apprêts de lavage des tissus à la fin de la production du tissu, avant de le découper, de le confectionner. Ça se fait énormément en linge de maison. D'accord. Et donc ça crée un effet douceur, mais sur un court terme. Au court moyen terme, mais qui est aussi chimique. Donc c'est-à-dire que on dort ou on porte des vêtements qui ont en fait une matière synthétique qui provient du pétrole et qui peut aussi parfois peut-être pénétrer la peau, etc. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de produits chimiques. On préfère travailler. Alors on a des produits, mais qui sont tous certifiés GOTS. Donc en fait, on a nos produits en coton sont tous produits avec du coton bio certifié GOTS. Nous sommes certifiés en tant que marque. Chaque produit peut être déclaré comme étant bio. Okay. Donc certains produits de teinture et de lavage sont autorisés, mais c'est excessivement contrôlé. Aussi bien au niveau de la production que nous, en tant que marque, il y a des tests qui sont faits sur les produits et c'est vraiment un cahier de charge compliqué à obtenir. D'ailleurs, peu de marques sont vraiment certifiées GOTS. On va trouver aussi bien en linge de maison qu'en vêtements des marques qui disent c'est du coton bio et parfois elles mettent un logo GOTS, puis en fait il n'y a pas de numéro de certification. En fait, ils ont un fournisseur qui est certifié GOTS, ce qui ne veut rien dire puisqu'en fait une usine peut être certifiée bio et produire 97% de produits non bio et 3% de produits bio. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est mis dans les produits qui sont livrés à telle marque. Et la seule façon de le savoir, il faut que la marque soit elle-même certifiée, que pour que le fabricant, qui lui aussi est certifié, fournisse un certificat de transaction pour chaque commande, chaque lot, où les poids sont mentionnés, sur lequel il y a vraiment un contrôle lors des audits, aussi bien chez le fabricant que du côté de la marque. Et toi, c'est le cas pour Kalani Home? Bien sûr, depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Pour chaque produit... Wow. Aussi bien au niveau de tes producteurs, donc au niveau du sourcing, au niveau de la matière première, puis ensuite au niveau de la production, pour chaque produit. Pour chaque produit. Ok. Et donc en effet, ça a une exigence. Qu'on avait encore 0 € de chiffre d'affaires, on a pris en charge ce coût de certification qui est élevé.
et la complexité de pouvoir travailler qu'avec des usines certifiées aussi, et pas avec n'importe quelle usine, que pour pouvoir garantir au bout du compte que les produits soient sains, avec du coton cultivé de façon biologique, mais aussi sains d'un point de vue de leur production et tous les produits. Parce que c'est pas parce qu'un produit même est produit en Europe que d'office tous les produits chimiques qui sont utilisés sont bons pour la santé. L'Europe reste encore laxiste sur certains produits qui sont considérés même comme cancérigènes, etc. Il y a parfois des produits qui sont interdits pour les bébés, mais qui sont acceptés pour les adultes. Oui, le bébé est plus fragile, mais n'empêche que l'adulte, il a aussi une peau, un nez, une bouche, un corps qui absorbe les substances donc si c'est cancérigène pour un bébé, c'est cancérigène pour un adulte. Et moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus autour de moi d'allergies, tout à fait, de problématiques alimentaires ou de problématiques aussi de peau. Enfin, il y a quand même des choses qui évoluent entre aujourd'hui et il y a 30 années. Donc en effet, aujourd'hui, ça c'est vraiment, toi, tu es vraiment garant de ces critères d'exigence. Et il est où ton sourcing ? Alors, c'est une bonne question. Il est dans différents endroits. On a décidé avec Alani d'être local et proche par rapport aux matières premières. Parce qu'en fait, on a vraiment fait des LCA, donc Life Cycle Assessment. On a analysé vraiment nos produits et les impacts éthiques et écologiques de tout. Et on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était d'être proche de la matière première. Si on fait un comparatif avec l'alimentaire, par exemple, ça n'a aucun sens, par exemple, en Belgique, d'importer des pommes d'Afrique du Sud ou du jus de pomme du Chili, alors que la Belgique est un producteur de pommes. Donc, bien entendu qu'il faut faire consommer des pommes locales et du jus de pomme local. Dans le textile, on n'a pas beaucoup de matières premières locales en Europe. On a le lin, on aura bientôt le chanvre qui est occupé à revenir. Il y en a beaucoup du chanvre, mais pas en fibre textile, mais ça est occupé à revenir. Et puis on a les matières recyclées ou la laine. Pour le reste, tout est importé. Et en fait, importer des matières premières, des fibres ou du tissu, a un impact écologique beaucoup plus élevé que d'apporter des produits finis. Et donc, il faut savoir aussi, c'est qu'un container sur un bateau qui vient d'Asie a un impact CO2 3 fois et demi de moins qu'un camion qui traverse l'Europe, du sud de l'Europe, Italie ou au Portugal, vers la Belgique. Donc, quand on prend tout ça en compte, on se rend compte que la production locale a du sens que si elle est proche de la matière première. Voilà. Donc, linge de lit en coton bio, satin percale jersey, on produit en Inde, de là où vient notre coton bio. On travaille en direct avec une coopérative best practice à qui on achète notre coton directement, coton bio et fair trade. Et on a décidé aussi de produire localement pour ne pas être néocolonialiste, de prendre l'or blanc dans un pays en voie de développement pour venir mettre la valeur ajoutée exclusivement en Europe, mais aussi leur laisser la valeur ajoutée de la matière première qu'ils cultivent. Pour le linge de bain, qui sont des produits qui prennent énormément de place dans un container, il y avait moins de logique à importer un produit fini que du fil. Et du coup, on a commencé à produire dans la dernière usine belge, 2018 jusqu'à fin 2022. Malheureusement, cette dernière usine belge a fermé définitivement ses portes. Et donc maintenant, on a relocalisé en Turquie, mais avec une approche similaire à celle qu'on a en Inde. Donc, on n'a pas voulu aller en Inde parce que ce sont des produits qui prennent énormément de place dans un container. Mais en Turquie, en fait, on trouve aussi du très bon coton. En tout cas, dans certaines régions de Turquie, proches de la mer Égéenne, où le coton peut être cultivé sans avoir besoin de irrigation mécanique importante. C'est quoi les problématiques principales, en fait, du coton ou les couleurs ? C'est quoi, justement, ce qui pourrait être trop coûteux pour l'environnement ? C'est l'utilisation de l'eau au niveau des matières ? L'utilisation des pesticides et engrais chimiques pour toutes les fibres naturelles conventionnelles, qui ne sont pas donc cultivées de façon bio. Et bien sûr, pour le coton, l'eau. Voilà. Ouais. Donc, alors, il y a coton bio et coton bio. Donc, il y a du coton bio qu'on décide de sourcer dans une région, si on a en tout cas la capacité de pouvoir décider quel coton bio on achète de quel endroit, d'acheter du coton bio qui vient d'une région où le coton est cultivé principalement avec une irrigation naturelle avec les pluies, etc. Et il y a du coton bio cultivé aussi dans des endroits où il y a une irrigation importante, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande de coton tellement énorme dans le monde qu'on n'arrive pas à produire du coton uniquement dans les endroits d'où il est endémique. Voilà. Et puis ensuite, il y a l'utilisation des produits chimiques dans la transformation des produits. Voilà, ça, je dirais, ce sont les 3 grosses problématiques environnementales.
c'est les produits chimiques et l'eau au niveau des fibres, et puis les produits chimiques au niveau de la transformation. Et la transformation, tu parles des couleurs, tu parles de... Oui. Et on peut faire des teintures de manière naturelle ? Alors, ça existe, mais ce n'est pas qualitatif. Donc, pour certains vêtements qui vont pas trop être exposés au soleil, etc., ça peut s'utiliser, ou des sous-vêtements, c'est assez facile à utiliser. Pour le linge de maison, ce qui est compliqué, c'est que c'est d'office plus exposé à la lumière. Parce que les draps de lit sur un lit ou un plaid sur un canapé, ils vont y rester toute la journée et donc vont avoir la lumière par les fenêtres qui rentre, éventuellement des rayons de soleil qui peuvent directement affecter les teintures et surtout les teintures naturelles. Tu as parlé aussi d'une entreprise avec qui tu travaillais qui est Best Practice. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Alors, c'est une coopérative de coton. Oui, donc en fait, il y a du coton bio du coton bio qui est cultivé par des grands industriels ou des grands groupes agricoles. Et il y a du coton bio. La majorité du coton bio vient de micro-fermiers, donc des fermiers qui ont des petits terrains de moins d'1 hectare, voire moins d'un dixième d'hectare. Et souvent, ces petits agriculteurs se regroupent en coopérative pour pouvoir vendre leur coton sous forme de coopérative avec des meilleures conditions que s'ils le vendaient individuellement à un intermédiaire. Et dans ces coopératives, il y a des coopératives qu'on dit best practice parce que elles intègrent vraiment la notion d'abord déjà de payer au juste prix le coton, le prix du kilo de coton à l'agriculteur et pas juste appliquer le cours de la bourse de New York, et aussi d'apporter de l'éducation, donc des programmes de santé, d'éducation. Pour les ouvriers, les gens qui travaillent sur place. Ouais. C'est quoi la différence entre des certifications bio et Fairtrade ? Moi, je ne comprends pas forcément la différence entre ces deux mots. C'est très différent. Alors, le bio, c'est garantir que le coton est cultivé de façon biologique, sans intrants chimiques, donc sans engrais, sans pesticides et sans défoliants chimiques. Et que ça garantit la traçabilité de ce coton bio depuis le champ de coton jusqu'à la marque. Il y a 2 certifications, une qui ne garantit que ça, que le coton est cultivé de façon biologique, et il y a GOTS, qui est la certification la plus stricte, qui en plus intègre des conditions sociales et environnementales à toutes les étapes de transformation du produit. Qui est GOTS. GOTS, voilà. Fairtrade, c'est tout à fait différent. C'est un label équitable qui garantit que l'agriculteur touche pour chaque kilo de coton Fairtrade vendu un premium Fairtrade qui lui permet de vivre dignement si il arrive à vendre 100% de sa culture de façon Fairtrade. Okay. Ce qui est rarement le cas. Et c'est pour ça aussi qu'avec Alani, on a décidé de travailler avec une coopérative Best Practice qui paye plus cher. Et donc, en moyenne, on paye déjà aujourd'hui 13% et demi au-dessus du premium Fairtrade pour chaque kilo de coton qui est utilisé chez nous. Au bout du compte, le coton que nous achetons est en moyenne 50% plus cher qu'un coton conventionnel et en moyenne 26% plus cher qu'un coton bio classique. Donc, si je comprends bien, en fait, toute cette exigence de production, de qualité, aussi de critères d'écologie, des critères de responsabilité écologique et du bien-être de l'autre, ça a un coût très important que tu as essayé de compenser, entre guillemets, en allant en direct avec le client. Exactement. Et donc, aujourd'hui, les produits sont à trouver sur ton site internet, sur le e-shop. C'est ça ton canal principal commercial. Et alors, comment ça se passe, du coup, pour toi, commercialement ? Où est-ce que tu développes ? Comment, justement, les gens découvrent ta marque, tes produits, tes gammes, tes collections ? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Oui. Alors, dans un premier temps, on a beaucoup fonctionné avec le bouche à oreille. On montrait nos produits de temps en temps aussi lors d'événements, sur des salons bio, lors de quelques événements de vente, pour que les gens puissent aussi découvrir les produits, les toucher. On a participé à des pop-up stores dans différentes villes pour faire connaître la marque. Et petit à petit, les gens achetaient, découvraient, en parlaient à leurs amis, revenaient, et on a grandi comme ça de façon organique et naturelle en faisant un peu de marketing digital, mais pas tellement. Ouais, parce que c'est ça en fait le truc, c'est qu'on va avoir un plus beau produit au même prix
au même prix que ce qui serait bas de gamme ou moyen de gamme en termes de qualité. Mais donc, on va avoir une très belle qualité pour en fait un prix... voire même 2 à 3 fois moins cher qu'une qualité équivalente dans un circuit de distribution traditionnel. Oui, c'est ça. Donc, en fonction des produits, ça dépend un peu des produits. Donc, il faut aller découvrir le produit, il faut aller le voir, le toucher, le sentir. C'était intéressant. Tu me disais aussi que 30% de notre temps était vécu dans nos lits et que du coup, c'était vraiment pas qu'un luxe comparé à une voiture, on n'était que 5%. C'était intéressant de pouvoir avoir vraiment des produits de qualité pour notre quotidien et pour notre qualité de sommeil, notre qualité de bien-être. Donc, il faut vraiment pouvoir toucher, sentir... expérimenté par soi-même. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un comparatif qu'on fait parfois à certains de nos clients quand on nous dit 100 €, c'est cher pour une housse de couette. Alors oui, comparé à du bas de gamme pas cher de supermarché ou de grande surface, c'est le cas, mais par contre, c'est pas comparable au niveau de la qualité. Donc, à qualité équivalente, par contre, on est 2 à 3 fois moins cher. Et si on compare, beaucoup de gens aujourd'hui mettent des milliers ou des dizaines de milliers d'euros dans un véhicule, dans une voiture, donc ils passent 5% de leur vie. Et comme tu l'as dit, effectivement, on passe 30% de sa vie dans son lit. Donc, c'est important, en fait, d'investir dans son sommeil que pour avoir des nuits réparatrices et être en forme le lendemain pour l'activité personnelle et professionnelle. Donc, dans un premier temps, ça a été, d'essayer d'être présent dans des événements, dans des pop-up, des choses éphémères comme ça, et puis après, de faire circuler le bouche à oreille. C'est quoi ensuite le next step pour le développement commercial de votre entreprise? Alors, on a dû passer au marketing digital parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de ne pas le faire. Mais on a pris la décision de le faire de façon éthique. Donc, on va communiquer, mais on ne va pas matraquer. Et puis, on choisit les canaux. Par exemple, les gens qui aujourd'hui sont sur Facebook ou Instagram acceptent les conditions de ces plateformes et donc de recevoir des publicités. Mais par contre, les marques ont le choix aussi de dire on va être un peu plus intrusif et envoyer un message directement dans la messagerie de WhatsApp des gens ou pas. Et nous, on a décidé de ne pas le faire, pour donner un exemple, par exemple, de marketing digital éthique. Oui, tout à fait. Et puis, on en parlait aussi en off, et on ne citera pas ces marques, mais tu disais aussi qu'il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies, qui parlent d'un niveau de qualité, d'un grammage, et qu'en fait, quand tu contrôles, c'est pas correct. Et que toi, tu as une vraie rigueur dans le fait d'apporter une information qui est juste, quoi. Voilà, comme je disais, je pense qu'on est reconnu pour être une marque authentique et qui dit les choses avec franchise et qui est honnête dans sa communication vers ses clients. Malheureusement, effectivement, on voit sur le marché de façon globale beaucoup de greenwashing, c'est le mot un peu à la mode aujourd'hui, parce que ça fait bien de dire qu'on est éco-responsable, on prétend être bio, mais en fait on n'est pas certifié, on prétend être recyclé, mais c'est pas certifié. Voilà, quand on connaît les statistiques, on sait que quand c'est pas certifié, c'est pas bio, quand c'est pas certifié, c'est pas recyclé. Mais nous, on sait pas que les marques sont certifiées ou pas. Exactement. Alors, du coup, il faut vraiment nous former, quoi. Ça c'est vraiment un travail lent et compliqué. Je pense que le site internet de Kalani avec les pages de contenu sont une mine d'informations. Et pour celui qui souhaite les trouver. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens lisent de moins en moins, et donc si on se concentre sur les pages produits, on a un peu de l'info, mais pas beaucoup. Il faut aller un peu plus loin que pour vraiment pouvoir comprendre. Et c'est là que si on compare une marque par rapport à une autre, parfois on arrive vraiment à déceler vraiment la différence dans l'engagement sociétal et écologique, simplement en se disant, c'est sérieux, il y a vraiment des certifications avec des numéros, des contrôles, une explication, une transparence, ou il y a juste 3 paragraphes qui font joli et qui donnent des grandes lignes. Est-ce que tu crois que les gens ont envie de plus de responsabilité écologique? C'est une très bonne question. Alors, je pense que dans le fond, oui, on va vers une évolution, surtout dans les plus jeunes générations, mais même il y a une prise de conscience dans la génération moyenne, ceux qui commencent à avoir des petits-enfants, mais aussi dans des personnes plus âgées, en se disant on ne peut plus continuer comme avant, et ça s'est peut-être un peu accéléré depuis le Covid, et il faut que les produits soient produits de façon plus écologique, plus éthique. Dans les faits, les gens continuent à surconsommer et souvent à acheter dans leurs habitudes sans spécialement faire attention à ça. Maintenant, s'ils arrivent à trouver ce genre de produit de façon abordable et qu'ils ne l'ont peut-être pas acheté pour le côté durable, mais plutôt pour la qualité ou le prix, et qu'au bout du compte, ils se rendent compte qu'il est produit de façon durable, ça leur fait plaisir.
et ils vont peut-être revenir pour ça. Voilà, à côté de ça, on a vécu les périodes de confinement où les gens se sont dit oui, il faut être plus local, il faut soutenir les entrepreneurs locaux, il faut investir dans son confort, etc. Mais ensuite, on a eu les crises économiques, énergétiques, pouvoir d'achat, etc. qui font que dans la réalité, pour beaucoup de personnes, le critère prix, au bout du compte, reste essentiel et important. Et souvent déterminant, en fait. Et souvent déterminant. Ouais. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Europe va forcer le changement. Ouais. Parce que, alors je parle du secteur textile, c'est mon secteur et celui que je connais, mais il y a près de 40 législations dans le monde qui sont occupées à se mettre en place pour le secteur textile. Donc plus de la moitié sont en Europe. La majorité au niveau européen, partie aussi nationalement dans certains pays qui sont plus stricts que d'autres, comme par exemple la France ou l'Allemagne. Mais donc ces législations vont vraiment forcer le changement. Et donc même ceux qui sont réfractaires à produire de façon plus écologique et éthique vont devoir le faire. Ils vont peut-être pas arriver à notre niveau, mais on peut espérer que d'ici 10 à 20 ans, le secteur textile en Europe soit en tout cas plus propre que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, et je pense que la concurrence sera bénéfique, en fait, quelque part, qu'il y ait plus de messages, plus d'informations, mais juste réelles, donc d'où l'importance de la véracité des informations. C'est là où, quand on n'est pas informé, c'est pas évident de connaître le vrai du faux, ou même les degrés d'exigence. Il y a un vrai travail de vulgarisation de l'information, j'imagine, auprès des jeunes générations qui sont certainement sensibles à ça, mais qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat, évidemment. Mais donc, du coup, d'arriver à transformer, à avoir un contenu digital, justement, un peu ludique, un peu... Oui. C'est dans vos challenges pour vous, en termes de communication ? Tout à fait. Ça, c'est essentiel. On évolue dans ce sens-là. On a pas mal déjà commencé en 2024 et c'est dans les objectifs pour 2025. Et donc, vous travaillez aussi avec Lending Partners, qu'on connaît bien ici. Qu'est-ce qu'ils font pour vous ? C'est quoi ce partenariat, justement ? C'est notre agence de marketing digital pour tout le côté technique et data et reporting. Ok. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir le bon contenu pour la bonne audience. Comment vous arrivez à avancer sur ces sujets-là ? Alors, il n'y a pas de potion magique. De potion magique. Dans le marketing digital, c'est beaucoup de laisser... Exactement, voilà. Et ce qui fonctionne pour une marque ne va pas spécialement fonctionner pour une autre. Et donc, je dirais qu'on est encore complètement en phase d'apprentissage. Ouais. Parce que c'est vrai que, pour le coup... on a tous quand même découvert la capacité qu'on pouvait avoir d'acheter en ligne grâce au Covid. Après, ça s'est un peu rétrogradé. Mais honnêtement, le linge de maison, je trouve que c'est encore un produit hyper facile à acheter en ligne. Plus qu'un vêtement où tu as quand même envie de le porter. Si tu connais les dimensions des lits de tes enfants, de ton lit, tu peux acheter en ligne, t'as pas besoin de le porter. Enfin, je trouve que c'est un vrai bon produit en ligne. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il reste quand même une partie de la population qui a besoin de toucher avant d'acheter, en tout cas la première fois. Après, s'ils ont confiance et qu'ils connaissent, ils reviennent plus facilement en ligne. Mais voilà, il ne faut pas oublier aussi que même si on essaye d'éviter les retours pour des questions économiques et écologiques, si ça ne convient pas, les gens savent toujours renvoyer. C'est vrai. Même s'ils n'ont pas pu le toucher avant de l'acheter, si quand ils reçoivent le colis, ils se disent en fait non, c'est pas une matière qui me convient. On a tellement évolué aussi en contenu vidéo maintenant. On peut faire des vidéos où on montre des mouvements, où on montre du volume, des reliefs, où les couleurs sont très justes. Je pense que maintenant, on sait prendre la photo parfaite pour ton bleu, quoi. Enfin, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Hein. On pouvait avoir des déceptions de rendu de couleurs. Tout à fait. Oui, alors maintenant, objectivement, un écran n'est pas un autre et il reste encore parfois des différences entre un appareil et un autre d'un point de vue du rendu des couleurs, mais ça pose rarement problème. Oui, je suis d'accord. C'est quoi, du coup, justement, les enjeux pour toi avec ces critères et ces exigences d'excellence en termes de responsabilité écologique à mettre en parallèle avec un développement commercial ? Comment on arrive à combiner ça, ces deux enjeux ? Alors, effectivement, aujourd'hui, le plus grand enjeu d'un point de vue environnemental, c'est la croissance. Donc, idéalement, on doit aller vers la décroissance au niveau mondial.
c'est la seule façon de pouvoir diminuer le réchauffement climatique et de faire allonger la durée de vie de l'humanité, puisqu'on sait qu'elle est condamnée, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ça sera plus rapide ou plus lent, de façon où l'humain va réagir. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, une marque aujourd'hui qui investit énormément dans les aspects écologiques et éthiques va probablement avoir une croissance inférieure à une marque qui ne s'en préoccupe pas, parce qu'elle va se mettre des limites et des complexités. Mais elle aura en tout cas la satisfaction et le mérite de pouvoir se dire que quand le consommateur a le choix entre un produit de façon durable, éthique, écologique, et un produit conventionnel, en faisant le choix écologique et social, il diminue les impacts négatifs des marques conventionnelles et compense finalement par des impacts plus positifs d'un produit qui est produit correctement. Ouais. Et donc, on ne va pas vers la décroissance, mais en tout cas, on n'accélère pas la croissance à tout va, qui est ultra polluante et qui a des effets catastrophiques et qui génère des catastrophes climatiques, écologiques dans le monde entier. On va vers une meilleure connaissance de notre pouvoir de consommateur. Je trouve qu'on va vers une capacité à peut-être consommer mieux. Et donc, c'est en effet consommer moins en consommant mieux avec des produits, comme tu disais, comme sont ceux de Calanium, qui vont être résistants dans le temps. Ça, je pense que c'est une manière saine d'aller essayer de contrer cette course à la croissance sans cesse, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les associations d'activistes ont tendance à beaucoup critiquer les entreprises et les marques, parfois un peu critiquer les gouvernements, et finalement s'attaquent rarement à la consommation. Et pourtant, le consommateur, quand il pose un acte d'achat, c'est un vote, en fait. Il vote pour un produit, une marque, une entreprise, une façon de consommer, et du coup, indirectement, une façon de produire directement. Effectivement, et après ça, il y a les problématiques économiques et les pouvoirs d'achat qui font qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de faire cet acte d'achat de la façon dont ils auraient rêvé de le faire. Et puis, il y a le problème de l'éducation. Ouais. Comme tu l'as fait remarquer, on a besoin de pouvoir conscientiser et éduquer le consommateur sur les différences, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, etc. aussi. Mais il y a aussi la question de savoir est-ce que le consommateur a le temps de pouvoir entendre cet apprentissage ou l'envie. Parce que pour revenir à la question précédente, qui je pense est très importante, aujourd'hui, c'est parfois plus confortable de ne pas se préoccuper des questions environnementales et de consommer à tout va, plutôt que de se renseigner et de comprendre des impacts et de sentir une culpabilité permanente chaque fois qu'on doit faire un achat ou qu'on va dans un supermarché ou qu'on va faire des courses dans des magasins ou sur des sites de e-commerce. Aujourd'hui, l'humain sur Terre a déjà beaucoup de stress, de problématiques à gérer et n'a pas toujours envie de venir se mettre des problèmes de conscience en plus, une couche supplémentaire sur la charge mentale du reste. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est sûrement ça l'enjeu clé d'une évolution saine, c'est de pouvoir offrir à tous la possibilité d'avoir le temps, le luxe du temps, que d'avoir la possibilité de ces prises de conscience. Donc, vaste challenge pour les années à venir. De quoi t'es le plus fier dans ces 8 années d'entrepreneuriat avec Calanium ? Je pense déjà, je suis fier d'avoir réussi à créer une marque durable qui tienne, puisqu'en fait, dans tous les projets de start-up et de création d'entreprise, il y a un grand risque finalement que ça fonctionne pas. Malheureusement, on voit quand même souvent que c'est encore plus difficile pour les entreprises à impact qui ont parfois un idéal tellement important qu'ils en oublient parfois le côté pragmatique de se dire maintenant si on vend pas on ne sait pas survivre. Il faut pas oublier que dans le triangle holistique de la durabilité, il y a les 3 P, people, des gens, donc ce côté social,
planète pour l'environnement et le P de profit pour le côté économique, parce qu'en fait, si le projet économiquement ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, je pense que c'est une fierté d'avoir passé cette étape de start-up, de passer en scale-up et de pouvoir se dire, en fait, voilà, on y arrive malgré nos idéaux. Et puis le deuxième... grâce à nos idéaux. Grâce à nos idéaux. Le deuxième, je dirais que c'est la satisfaction de faire évoluer la consommation. Et de contribuer à éduquer. Voilà, et donc même des gens qui viennent chez nous parce qu'ils vont trouver une housse de couette en satin de coton 300 fils, hyper haut de gamme et douce et agréable, 2-3 fois moins cher qu'une marque équivalente en boutique. Mais qui ne se préoccupaient pas spécialement du coton bio et Fairtrade, mais le fait qu'on leur envoie une petite carte qui explique avec le colis, qu'on leur envoie une newsletter après qui va leur expliquer la démarche durable, etc., vient leur faire réaliser que s'ils font un petit effort de recherche, ils peuvent faire ça avec l'ensemble de leurs achats, en fait, que ce soit de la nourriture, des vêtements, un téléphone, de la décoration, etc. Parfois, peut-être ne pas se laisser trop attraper par de l'achat impulsif, mais en réfléchissant et en cherchant un peu, en fait, on peut simplement améliorer ses achats et faire des achats plus conscients. Et peut-être des achats qu'on va aussi garder plus longtemps. Super. Ici, on parle aussi de belgitude, puisque c'est un podcast qui tend le micro à des acteurs belges. En quoi c'est important pour toi, Kalani Home, d'être une marque belge? Est-ce que c'est un critère ou pas du tout? Alors, c'est pas spécialement un critère, parce que je me sens pas chauvin. Maintenant, on est un petit pays qui est au milieu de grands pays. Ces grands pays ont tendance parfois à essayer un peu d'imposer leur force de grands pays dans leur ailleurs en Europe et en tout cas sur leurs pays voisins. Et c'est vrai que je pense que le marché belge est assez spécifique. On est multilingue, multiculturel, on est bon vivant, on se préoccupe parfois plus de choses simples que de choses compliquées. Et voilà, c'est gai d'évoluer sur un marché comme ça qui est peut-être pas le plus simple, mais qui est intéressant. Il y a aussi un goût des belles choses, je trouve, en Belgique, tu vois. Je pense vraiment qu'il y a un pouvoir d'achat déjà qui peut être assez élevé, notamment en Flandre. On le sait que ça peut être dans les plus élevés d'Europe. Et un amour, justement, d'un beau tissu, d'une belle finition. Ça, c'est quelque chose que je peux ressentir, moi, pour connaître un peu ce marché commercialement. Et du coup, en effet, ça peut avoir du sens d'être une marque belge qui vend sur la Belgique. Et qui peut du coup bénéficier d'un marché, d'un consommateur un peu éduqué, en tout cas. Je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu veux profiter de ce micro pour rajouter quelque chose ou partager encore un élément sur Kalani Home? Et avec plaisir. Alors, je pense qu'envie de faire passer comme message, c'est quand vous avez besoin d'acheter quelque chose, d'abord de n'acheter que ce qu'on a besoin, essayer un petit peu limiter la surconsommation. Et puis de faire vivre les petites entreprises européennes, belges évidemment, mais aussi européennes, plutôt que des plateformes de marketplace mondiales qui en fait elles ont des impacts environnementaux terribles, même si parfois elles vendent des produits écologiques dessus. Et de challenger vos marques préférées. Peut-être prendre parfois le temps d'aller regarder un petit peu les pages de contenu et ne pas hésiter à poser des questions en disant « mais tiens, vous dites ça, mais pourquoi, comment vous pouvez le prouver, l'exiger ?» Parce que c'est une façon un petit peu de lutter contre le greenwashing et de forcer finalement vos marques préférées à évoluer vers plus de durabilité et plus d'authenticité. Ouais, et moi, ce que je retiens, tu vois, de cet échange, c'est cette capacité qu'on a d'être responsable de nos achats et responsable de ce qu'on consomme. Et donc, du coup, de prendre le temps de se former et d'aller regarder, d'aller chercher des infos. Là où je trouve qu'on peut, en effet, être dans cette immédiateté, tu vois, où en 3 clics, t'achètes quelque chose d'assez désirable et sans être allé creuser, le fond du fond, là où, à l'heure d'aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations. Et du coup, justement, comme tu dis, de pouvoir aller sur un site internet comme celui de Kalani Home,
où vous avez pris le temps de mettre du contenu, des ressources, de l'information qui éduque et qui permet de prendre conscience de ce qu'on achète, quoi. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de savoir ce qu'on consomme et quand on a des doutes, de poser des questions pour challenger nos partenaires. Ouais, c'est chouette de terminer sur ces mots-là. Je te remercie beaucoup, Bruno. Merci à toi, Astrid. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.